Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 1er juin 2025. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets, mais je voulais marquer la date des 130 jours et la fin du mandat de Elon Musk, voir un peu ce qui s'était passé avec l'arrivée de Musk et aussi de RFK dans l'administration Trump, et c'est le titre de ce web journal. Trump lui-même a, on pourrait dire, fait le pari a pris le pari du siècle, le pari de placer deux iconoclastes en charge des réformes historiques aux États-Unis. Donc, une volonté de réforme absolument sans précédent. Il a pris des personnes qui n'étaient pas des politiciens de carrière, des personnes avec des idées qui pensent à l'extérieur de la boîte et des personnes controversées. Musk était, avant qu'il rejoigne l'administration Trump, par exemple, en 2023, 2024, etc., il était extrêmement controversé après son rachat de Twitter. Et Trump en a fait une pièce maîtresse de sa politique de réforme, l'a mis au centre de la réforme et donc n'a pas eu froid aux yeux, n'a pas eu peur de la controverse, de placer Musk au centre des réformes. Et même chose avec RFK Jr., c'est-à-dire RFK Jr. lui-même était une des personnalités les plus controversées aux États-Unis, avec des idées complètement à l'extérieur de celles défendues par l'establishment sur la santé, entre autres. Et il n'a encore une fois pas eu peur de placer cette personne-là au centre de la controverse, au centre du débat, au centre des préoccupations politiques de son administration. Alors, c'est ça. Donc, et le pari, à mon sens, est massivement remporté. Elon quitte. On va parler de son mandat. De ces 130 jours, c'était censé être 130 jours. Pour ceux qui ne le savent pas, ça avait été mentionné dès le mois de février que c'était 130 jours et il est parti après 130 jours. Il n'est pas parti en claquant la porte, comme les médias ont essayé de le faire croire, etc., etc. Il est parti après à la fin de son mandat. C'était un mandat de court terme, de 130 jours. Et il a rempli son mandat. RFK Jr. maintenant, pourquoi revenir sur RFK Jr.? Parce que c'est encore une fois, une des deux personnalités les plus controversées et même à l'intérieur des personnes de notre camp, ce qu'on appelle notre camp, entre guillemets, là, disons ceux qui ont résisté au vaccin durant les années 2020-2023, mettons. Mais il n'y a pas vraiment de notre camp parce qu'il y en a, vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec les Black Pill et tout ça. Il y en a qui ont retourné leur veste de bord, qui ne voient que du négatif. Et j'ai eu une passe d'armes sur Twitter cette semaine avec une personne qui s'affirme pro-Trump, mais qui finalement, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle de la part de RFK, c'est jamais assez, crache dans la soupe et insinue finalement qu'ils sont contrôlés par Big Pharma, etc. Et donc, tu sais, ça, c'est de l'hypocrisie. Je ne veux pas rentrer dans le négatif, mais on pourrait parler même de fraude intellectuelle ou de double pensée. La double pensée en version, ça, c'est la version soft. Là, au minimum, c'est de la double pensée. La version soft, en version originale, doublethink est un terme inventé par George Orwell comme le novlangue dans son roman dystopique 1984, indiquant une capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. Et donc, il n'y a pas juste ça, c'est que ça neutralise ça neutralise la réflexion critique et la capacité d'action. Et donc, alors que notre camp, beaucoup des personnes dans notre camp se disent pro-Trump, je ne veux pas mentionner des noms encore une fois, mais il y en a entre 2020 et 2024 des personnes qui intervenaient sur les réseaux sociaux puis qui disaient qu'ils étaient pro-Trump, mais il faut faire attention parce que Trump soit est ignorant ou est contrôlé par l'État profond, et puis Trump est contrôlé par l'État profond, etc. Et donc, ça, c'est une façon... c'est une façon, je l'ai expliqué à plusieurs, dans une guerre de 5e génération, de faire passer des messages à l'intérieur de la base Trump, etc. Il y en a un autre exemple ici. On nommera pas la personne, mais regardez ça ici, par exemple. Bonne nouvelle, Kennedy annonce que le vaccin COVID a été retiré de la liste pour les enfants et les femmes enceintes. Trop risqué pour eux. Mais pas de panique. Il demeure parfaitement sécuritaire pour tous les autres cons. Ben quoi, il faut bien écouler les stocks. Et donc, vous voyez, là, on insinue cette personne-là qui se dit satisfaite de Trump et Kennedy, etc., dit finalement qu'il faut écouler les stocks. Regardez le niveau de cynisme de ça. Ben quoi, il faut écouler les stocks. On vous avait dit d'être patient. Ils vont nous sauver bientôt, un jour peut-être, quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Et donc, ça suppose que Big Pharma contrôle, même si elle se dit pro-Trump,
ça suppose que c'est sournois là, comme approche, que Big Pharma contrôle RFK, puis que c'est Big Pharma qui va décider les choses, puis qu'ils n'ont pas de pouvoir, puis que finalement, ça se... Et c'est décourageant, puis ça ne donne pas envie d'apporter du crédit à RFK et de pousser dans ce sens-là chez nous, puisque de toute façon, ils sont tous corrompus, etc. Et donc, c'est le cynisme absolu. Ouais. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai réagi fortement. Mais là, dans le Web Journal, je pense que c'est le temps de... On va juste remettre les pendules à l'heure sur RFK. On va faire un topo de tout ce qui a été accompli depuis son arrivée, depuis sa nomination au HHS. Et là, après ça, vous allez vous demander, est-ce que RFK est contrôlé par Big Pharma? Et là, après ça, vous allez, quand vous allez retweeter des tweets comme ça, vous allez vous poser la question, est-ce que je souffre de double think, de double pensée? Accepter une chose et son contraire, dans le sens, c'est vrai, RFK n'est pas contrôlé par Big Pharma, mais ouais, ça a l'air comme... Puis là, je retweet ça et puis je pense que c'est intelligent. OK? Excuse d'être un peu baveux aujourd'hui, mais c'est la teneur de ça. Ces deux hommes-là, RFK Junior et Elon Musk, les deux symbolisent une rupture complète avec les administrations précédentes, avec l'establishment, etc. Les deux ont provoqué une vague de résistance jamais vue de la part des médias et de l'establishment. On n'a jamais vu ça, sauf pour Trump lui-même. Là. On n'a jamais vu des personnes se faire accuser, par exemple, de causer des... Trump s'est fait accuser de causer des milliers de morts, des centaines de milliers de morts avec la COVID. On a tout expliqué ça là, avec Warp Speed, il n'avait pas le choix, blablabla. Et même chose ici, vous voyez, ça c'est après l'annonce l'annonce qui vient d'être commentée par cette personne-là, le retrait de la recommandation du CDC, du HHS, du vaccin COVID pour les enfants et les personnes âgées, qui était exactement, pour les enfants et les personnes âgées, qui était exactement la position, et les femmes enceintes, pardon, qui était exactement la position de Patrick Provost. On va le voir un peu plus tard, là. Et donc, comprenez, par extension, si RFK est contrôlé par Big Pharma parce qu'il ne va pas jusqu'au bout, il ne retire pas complètement le vaccin. Patrick Provost aussi. Et donc, pensez aux ramifications de tout ça. Là. Les idées ont un sens et les idées ont un impact. C'est ça que souvent les gens, on dirait, ne comprennent pas que les idées ont du poids et se transforment en action, hein, se transforment en action, en comportement, etc., etc. Mais donc, on accuse ici RFK de créer une nouvelle pandémie, c'est-à-dire de rendre une nouvelle pandémie beaucoup plus probable. RFK just made another pandemic even more likely, beaucoup plus probable avec sa recommandation. T'sais, il tue des gens, rappelez-vous, avec le vaccin pour la rougeole, il tue des gens. Et Elon Musk, quand Elon Musk a opéré des coupures dans le USAID, eh bien, ce qu'on dit maintenant, ce que Bono, cette semaine, est allé dire, l'ancien chanteur de YouTube, là. YouTube, c'est un vieux groupe des années 80, pour ceux qui ne connaissent pas, là. Il est allé dire au micro de Joe Rogan que les coupures d'Elon Musk avaient causé 300 000 morts. Les coupures dans USAID avaient causé déjà jusqu'à maintenant, en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire 100 000 morts par mois. Avait causé déjà 100 000 morts. Bono est allé au micro de Joe Rogan pour dire ça. Et donc, ces deux iconoclastes réformateurs attaqués par l'establishment sont accusés, comme Trump, de causer des centaines de milliers de morts. Et vous voyez bien la résistance. Et on se demande exactement où est l'intérêt de Big Pharma dans tout ça quand on regarde leurs actions en détail. On va le faire, on va regarder les actions. J'ai une petite liste d'une quinzaine de mesures qui ont été prises par RFK. Ça sera votre, comment je pourrais dire, le point de, tu sais, si vous avez à regarder ou à valider, venir chercher vos informations sur RFK, vous viendrez à ce web journal-ci. On va parler aussi de Palantir. Ça, c'est dans la lignée de ce que Musk a fait dans le Doge. Palantir, Trump centralise les données des Américains. Ça a fait beaucoup réagir. On va voir encore une fois. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est un dilemme pour Trump, c'est-à-dire on va voir la problématique, on va se mettre dans la peau du décideur. C'est un peu comme Warp Speed, c'est un peu comme Gaza, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il a réellement le choix? Donc on va prendre un peu d'altitude, on va regarder ça, puis finalement on va parler des tarifs contre l'UE.
Les taux se resserrent, hein, pris entre les sanctions qu'elle a elle-même engagées contre la Russie et les sanctions américaines contre l'Europe. Qu'est-ce qui reste finalement comme compétitivité, comme débouché de marché pour l'Europe? Finalement, ça sent très mauvais, mais on va amener, j'en avais déjà parlé dans un web journal, la conception de géofinance, parce que ce n'est pas, dans le cas de l'Europe, ce n'est pas nécessairement une guerre économique. Les gens, beaucoup des analystes voient ça comme une guerre économique, mais il y a énormément à voir avec ce qui se passe en Ukraine notamment. Donc, des tarifs comme comme levier moyen de pression pour infléchir, faire infléchir la politique européenne face à l'Ukraine. C'est ce que je pense. Donc, RFK Junior, allons-y. On va y aller rapidement. Je sais que c'est peut-être fastidieux. J'en ai parlé à chaque fois que ça sortait, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles de RFK qui sortaient, j'en parlais dans les web journaux, je montrais qu'est-ce qui se passait, etc. Les gens ont une bonne conception, mais c'est toujours bon d'avoir un rafraîchissement d'ensemble. Il y a au moins une quinzaine de mesures absolument. Et là, demandez-vous si, encore une fois, la question, c'est par rapport au tweet que j'ai mentionné plus haut, est-ce que RFK Junior, après j'ai 3 planches pour vous, après les 3 planches, pensez-vous réellement que RFK est contrôlé par Big Pharma comme chose l'insinue, là? Sournoisement, pour saper le moral, cracher dans la soupe, etc., etc. Donc, fin de la fluoration dans l'eau potable. Ça fait des années aux États-Unis qu'on dit que le fluor réduit le QI. Rappelez-vous, quand c'est sorti, ça, il y avait au Québec, les gens disaient non, c'est pas vrai. Puis finalement, il y avait des experts qui disaient ouais, c'est vrai, ça réduit les plus récentes études disent que ça réduit le QI, etc. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est une mesure. Et regardez encore une fois, la volonté de s'attaquer aux vaches sacrées, la volonté de ne pas écouter l'establishment, de ne pas écouter Big Pharma, de faire ce qui est bon pour les enfants et la population. Et encore une fois, après ça, posez-vous la question, là, quand on va arriver à Palantir, une administration qui a comme préoccupation principale le bien-être de sa population. Quel est le contexte dans lequel on opère un système de centralisation des données? Et donc, encore une fois, c'est une question de contexte. C'est toujours une question de contexte. Et c'est ça qui manque souvent dans l'analyse. Par exemple, si je dis debout, hein, le mot debout, je pense que je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné cet exemple-là, debout. Le sens varie considérablement. Par exemple, ça peut être un ordre. Debout! Ça peut être une question, debout. Ça peut être une blague, debout, ou etc., etc. Et donc, le contexte, c'est de la sémantique, right? Non, c'est pas de la sémantique, c'est l'autre truc. En tout cas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, le contexte détermine le sens à donner à un signe linguistique. Hein? Donc, le signe linguistique prend son sens en fonction du contexte. Il n'y a pas de sens intrinsèque. Le sens intrinsèque, c'est la sémantique. C'est pas la pragmatique, c'est l'autre. Je me rappelle plus. Il y en a 3. Et c'est la même chose avec la politique de Donald Trump. Des fois, il fait des choses, puis il faut regarder le contexte. Par exemple, quand tu regardes Warp Speed, ça a l'air, ouais, il déploie les vaccins, etc. Mais si tu mets du contexte de la pandémie, puis tout ce qu'on a expliqué sur Warp Speed, là, ça devient, même chose avec l'intelligence artificielle. Quand il a sorti son truc, Projet Stargate, les réactions ont été, les gens ont déchiré leur chemise. L'intelligence artificielle, etc. Là, tu regardes ce qui se passe avec la Chine, le développement et tout ça, la Russie, puis on va juste se retrouver comme le tiers-monde du 21e siècle si on ne va pas là-dedans, puis ça facilite les trucs dans plein... Hein? Il faut mettre le contexte. C'est la même chose avec la nouvelle sur Palantir. Donc, l'eau potable, tout ça pour dire le contexte est important. Fin de fluoration de l'eau potable. Opération Stork Speed. Opération Stork Speed, c'est qu'il y a eu l'année dernière des ratés dans le système de distribution de formules pour enfants, les espèces de poudre de lait pour bébé, etc. Et finalement, il y a eu comme plein d'additifs, il y a eu des nouveaux produits qui sont sortis pour combler les manques rapidement. Il y a eu toutes sortes d'additifs qui ont été mis là-dedans et c'était pas régulé, etc. Et lui, il a dit, finalement, il a mis je ne veux pas dire un ordre exécutif, mais il a mis un règlement où est-ce qu'il faut faire la vérification des ingrédients du lait pour bébé. Ça, c'est quelqu'un qui est contrôlé par Big Pharma, right? Hein? Pfizer va lui dire comment faire.
Donc, whereas parents need to know after RFK ordered review of infant formula. Donc, il a ordonné la révision de tous les ingrédients des formules pour bébés. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui se préoccupe de sa population. Même chose avec le retrait des colorants dangereux. Kennedy plans to remove artificial dye from food and drinks by the end of next year. Immédiatement, Skittles a retiré un additif controversé de ses... Moi, j'en mangeais des Skittles. C'est peut-être pour ça que j'ai été comme... le titanium, le dioxyde de titanium qui peut opérer des modifications de l'ADN. Oui, le dioxyde de titanium peut opérer des modifications. Et donc, Skittles a retiré, c'était controversé, ils l'ont retiré. Il y a plein, partout maintenant, ils leur donnent le retrait de certains de ces additifs-là, etc. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est contrôlé par Big Pharma. Big Food, comme on dit, hein, les géants de l'alimentation sont super contents de ça. Ils lui ont dit de le faire. Hein? Quand Pfizer va leur dire. Le retrait de l'OMS, pensez à ça. Non seulement Trump a parlé de... C'est l'ennemi des gens qui chialent présentement contre Kennedy. L'OMS était notre ennemi. Et là, il se retire de l'OMS, invite, rappelez-vous, les autres pays à se retirer de l'OMS. L'OMS, c'est quoi l'OMS? L'OMS, c'est le moyen, c'est l'outil, c'est le bras armé politique de Big Pharma pour imposer la vaccination. C'est ça l'OMS, right? Hein? L'OMS détermine quand il y a une pandémie, quand est-ce que les vaccins sont obligatoires. C'est le bras armé, le bras politique des pharmaceutiques, de Bill Gates, etc. Il se retire de ça, mais Pfizer va vous dire, encore une fois, pensez à ce que vous retweetez des fois. Ici, soda, il retire le Coca-Cola, les liqueurs douces, des food stamps aux États-Unis. Les personnes pauvres, comme il y a dans le système de sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle des food stamps, c'est des trucs, des coupons échangeables contre la nourriture. Et le département de la santé publique de RFK a dit, ouais, tu as des coupons pour de la nourriture, mais tu ne peux pas acheter du Coca-Cola, du Pepsi, du 7-Up et des trucs comme ça avec un haut taux glycémique du sucre en masse. Tu ne peux pas utiliser ça pour acheter du soda. Et ça, c'est pour régler la question de l'obésité aux États-Unis. Surtout chez les populations plus pauvres qui ont... Tout ça, ça règle beaucoup des problèmes des populations à faible revenu. Qui achètent ce genre de nourriture-là. Souvent, tu vas aux États-Unis, les 7-Eleven et puis les Food Mart. Tu regardes la nourriture qu'il y a là-dedans, c'est comme, my God, c'est... Et donc, mettre des régulations là-dessus, ça dénote une préoccupation pour la santé, une réelle préoccupation pour la santé publique. Il aurait juste pu passer outre et écouter Pfizer, mais il ne l'a pas fait. Il a fait la bonne chose. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y en a comme révision du menu des cafétérias. Oui, parce que les cafétérias, il y avait plein de gras trans, de trucs sans aucune valeur nutritive là-dedans et ce qui mène encore une fois à l'obésité. Donc, révision du menu des cafétérias. Nouveau verre, plus efficace et plus précis. Un nouveau système de rapport des dommages vaccinaux. Rappelez-vous qu'on en a parlé de ça. Parce que là, présentement, il n'y a pas de système adéquat de vérification des dommages vaccinaux. Fait que quand tu dis, quand Denis Rancourt va dire 17 millions de morts, il est à la moitié maintenant, c'est vrai, je dois corriger, mais on va garder 17. Quand Denis Rancourt dit 17 millions de morts, les médias et les pharmaceutiques disent que c'est de la désinformation. Il n'y a aucune donnée qui montre ça. Le système de collection des dommages vaccinaux, de rapport des dommages vaccinaux nous montre que c'est seulement quelques centaines de milliers, ce qui montre que c'est un peu plus que d'habitude, mais c'est dans la norme, etc. Et donc, lui, il dit, si on veut s'attaquer aux pharmaceutiques et aux vaccins, on va avoir besoin d'un verre beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis. Et ça ne peut pas plaire aux pharmaceutiques, ça. Ça ne peut pas plaire aux pharmaceutiques d'avoir un système ultra précis c'est de rapport, il manque le mot, là. De dénonciation des dommages vaccinaux. Big Pharma ne peut pas être content, mais Pfizer lui a dit comment faire. Je vais arrêter d'être baveux. Fin des tests sur les animaux. Ça aussi, c'est une mesure quand même importante. La FDA annonce son intention de supprimer progressivement les tests sur les animaux pour le développement de médicaments. Donc, progressivement, moins de tests sur les animaux. Je ne sais pas exactement comment ça... Probablement les primates en premier, puis on va aller évidemment, éventuellement jusqu'aux souris.
Il dit que c'est possible maintenant de le faire avec de l'intelligence artificielle, entre autres. Okay? 9, vaste étude sur l'autisme et les vaccins. Rappelez-vous de ça quand il a annoncé dans le bureau ovale que à partir de septembre, il devrait avoir les résultats d'une étude sur les causes de l'autisme. RFK Junior s'engage à trouver la cause de l'autisme d'ici septembre. Et lui et Trump avaient beaucoup parlé de l'augmentation du taux d'autisme, hein, de 1 sur 30 000 ou 1 sur 10 000 il y a 50 ans à 1 sur 30 maintenant, et puis, avec une courbe exponentielle. Il dit c'est une catastrophe de santé publique et il faut trouver les causes, alors que personne ne s'intéressait à ça. Et là, il l'a souvent dit que c'était les vaccins qui causaient ça. Et imaginez, Pfizer est sûrement très content de ça aussi. Comment on dit, là? Ça me sent un petit peu coquin aujourd'hui. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai effacé, une chance. J'aurais voulu relire. Je pense que je peux le faire réapparaître. Oui, c'est... Tant, hein? Quand Pfizer leur dira que c'est le temps, right? Est-ce que pensez-vous que c'est le cas? On va finir avec ça ici. Ici, exigence de placebo pour les nouveaux vaccins. Alors ça, encore une fois, c'est majeur. Il a dit sur toutes les tribunes que les vaccins étaient développés sans avoir il n'y a pas de test placebo. C'est-à-dire, les pharmaceutiques vont faire une étude à l'interne, puis vont donner les résultats. C'est comment, c'est bon, il y a comme tant de pourcentage que ça, puis souvent, il n'y a comme pas de placebo, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas une peer review, double blind studies, comme ils appellent en anglais, hein, double aveugle, etc. Donc, RFK Junior qui va requérir, qui va exiger des études contrôlées sous contrôle de placebo pour les nouveaux vaccins, pour tous les nouveaux vaccins. Il va devoir avoir une étude double-blind placebo. Et il dit, dans cette entrevue ici, qui est apparue, je pense, cette semaine, il dit que si la compagnie ne le fait pas, c'est le CDC et HHS qui vont eux-mêmes faire l'étude. Par exemple, Pfizer veut sortir un nouveau vaccin. Puis là, ils ont sorti une étude à l'interne qui montre que c'est super, puis il n'y a pas d'étude placebo. Eh bien, le département de la santé américain va lui-même faire une étude contrôle pour vérifier les affirmations de Pfizer. Je publierai la vidéo sur mon Telegram. Ça doit plaire aux pharmaceutiques. Ça. Là, dans les bureaux de Pfizer, c'était comme un 5 à 7, là, puis ils ont sabré le champagne quand ils ont entendu faire ça, puis quand ça va entrer en application, là, ce qui va faire en sorte que toutes leurs affirmations sur leurs super nouveaux produits vont être remises en doute par RFK Junior, mais Pfizer va leur dire quand est-ce que ça va être le temps. RFK Junior va ordonner des tests placebo pour les nouveaux vaccins, alarmant les experts de la santé parce que, ben oui, ça va ralentir, puis tout, et puis finalement, les produits ne sortiront pas, ça va menacer la santé publique. Et, il est toujours en train de causer des morts. Quoi qu'il fasse, il est en train de causer des morts, mais il est toujours... Retrait de la recommandation vaccinale COVID pour les enfants, femmes enceintes. C'est justement ce qui était commenté par notre ami. C'est exactement ce que Patrick Provost, qui a été renvoyé de l'Université Laval, l'Université de la Ville de Québec, a affirmé. C'est un expert microbiologiste qui a affirmé exactement ça. Il a dit que c'était pas nécessaire pour les enfants et les femmes enceintes. Il disait pas que c'était pas nécessaire, il disait que les risques dépassaient les bienfaits, puisque pratiquement personne n'était mort de la COVID en bas de 40 ans, puis il a perdu son emploi, puis il s'est retrouvé en litige avec l'Université Laval. Ça a montré qu'il n'y avait pas de liberté académique au Québec, etc., etc. Et donc, le CDC, pris au dépourvu par RFK, qui modifie ses recommandations sur les vaccins contre la prise au dépourvu. C'est toujours la catastrophe. Washington ne conseille plus la vaccination aux enfants et aux femmes enceintes, causant des hécatombes. Okay. Retrait du financement de la technologie ARN. Ouais, ça aussi, on l'a manqué, celle-là. Rapport, les vaccins à ARN sont dans le collimateur de RFK Junior. Pfizer est content, le Moderna. Puis en plus, je l'ai oublié, là. Le CDC vient d'annuler un contrat d'à peu près 700 millions avec Moderna. J'aurais dû avoir la planche, je ne l'ai pas ici. L'image, je ne l'ai pas ici. Ils viennent d'annuler un contrat pour les vaccins ARN, etc., avec Moderna. Mais ici, rapport, les vaccins ARN sont dans le collimateur de RFK Junior. Leur financement est en question.
Hein? Ça, c'est sorti dans un article du New York Times ici. Kennedy's issues demand for vaccine approval that could affect all COVID boosters. Il fait des nouvelles exigences pour les protocoles de vaccins COVID qui pourraient affecter tous les boosters, tous les rappels causant des centaines de morts. Ici, encore une fois, life-saving mRNA vaccine technology appears targeted under Trump and RFK. La technologie miraculeuse qui sauve des vies, ARN, messager ARN, des vaccins messagers ARN, apparaît comme ciblé par Trump et RFK Junior. Oui, voilà, ça met... mettant fin à tout le développement. En tout cas, il ne semble pas y avoir d'avenir pour cette technologie-là. Retrait du financement des études vaccinales COVID. Il y a plein d'universités qui ont reçu des bourses d'études pour des nouveaux vaccins contre la COVID, etc. Le financement a été coupé. Le gouvernement fédéral annule le financement des études universitaires sur la COVID-19 et d'autres pandémies. Quelle honte! Et ici, interdiction de certaines publicités de Big Pharma. HHS orders CDC to halt some vaccine ads, saying RFK Jr. wants message focus on informed consent. Donc, il a interdit certaines publicités de Big Pharma. Encore une fois, c'est comme l'homme contrôlé par Big Pharma. Et dit que le consentement doit être éclairé. Au lieu de faire il explique finalement que le marketing de Big Pharma va à l'encontre du consentement éclairé. Et insiste, RFK Junior's misuse of informed consent on vaccine, insiste lors de la réception d'un vaccin que les effets secondaires, que le médecin qui propose le vaccin nomme les effets secondaires aux patients. Et ça... Les exécutifs de Pfizer et Moderna ont sauté de joie quand ils ont entendu ça parce que leur homme, finalement, a fait le travail. Alors, encore une fois, là, on arrive à la fin ça vous donne un petit portrait de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'on peut réellement, soyons sérieux, est-ce qu'on peut réellement affirmer, comme certains le font, que RFK Jr. fait partie de l'État profond, qu'il travaille pour Big Pharma, tout ce qui est insinué. Ça me met en rogne quand j'entends ça. C'est clairement faux, c'est clairement... c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est une fraude intellectuelle. Et donc, est-ce qu'il doit y aller graduellement? Il est obligé d'y aller graduellement. Regardez, ça c'est en 120 jours, là. Imaginez 4 ans de RFK Junior. C'est en 120 jours, on a fait tout ça et il est obligé d'y aller graduellement. Je l'ai expliqué 1000 fois, on a montré des exemples. Il est accusé de causer que finalement les pandémies, les médias vont dire que les nouvelles pandémies sont à cause de lui, que les morts sont à cause de lui, que c'est le même pattern qu'avec Trump, etc. Et donc, tu dois marcher sur des œufs, mais énormément de trucs ont été accomplis depuis. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, ça, c'était pour RFK Junior. J'espère que j'ai répondu à la personne qui insinuait sournoisement qu'il était contrôlé, lui et Trump étaient contrôlés par Big Pharma. Et il a dit dans une entrevue que jamais aucun président n'avait donné son appui de façon aussi profonde et systématique à une révolution dans la santé que le président Trump. RFK Junior, en conférence de presse, a remercié le président Trump en disant que jamais aucun président n'avait voulu aller au fond des choses sur la santé comme le président Trump. OK? Voilà. D'un autre côté, on rappelle encore une fois que 70-80% des Américains veulent leur vaccin. Puis ils ont peur, puis ils veulent leur vaccin, ils ne veulent pas qu'on enlève les vaccins, etc. Et donc, tu ne peux pas tirer sur le pissenlit plus rapidement qu'il pousse. Certaines personnes n'ont pas compris ça. Voilà. Donc, Elon Musk quitte après 130 jours. Et là, les médias ont essayé de montrer que c'était une rixe avec Trump et il claque la porte et ça a été un peu le ton qu'on a vu. Il était très déçu, etc. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Par exemple, ça ici. J'ai été très déçu. Elon Musk quitte le nouveau gouvernement Trump après un nouveau désaccord avec le président. C'est pas ça du tout. Le Congrès a passé, et là, la personne s'est complètement fourvoyée ici, Stéphane Edouard. Et là, le Congrès a passé une loi sur les dépenses qui dépensait beaucoup. Et Trump, Musk a dit, lui, je suis déçu parce que j'ai travaillé pour couper les dépenses. Et là, le Congrès passe une loi avec beaucoup de dépenses. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le truc, ce qui est important de toute façon, c'est que, il y a eu des centaines de milliards
d'argent sauvé, des centaines de milliards, c'est-à-dire plus que le budget du Québec au complet a été sauvé en gaspillage. Et finalement, que le Speaker of the House, on pourrait presque dire le premier ministre, c'est l'équivalent d'un premier ministre. Il y a le président, puis il y a le Speaker of the House, c'est le premier ministre, celui qui gère le législatif. Trump, c'est l'exécutif. Mike Johnson gère le législatif, le Congrès. Il a dit finalement qu'ils allaient passer une loi qui allait faire en sorte que le DOGE, le Department of Government Efficiency, allait devenir statutaire, c'est-à-dire les coupures allaient devenir statutaires et que la révision finalement des dépenses allait devenir statutaire et permanente. Donc, Elon Musk, mais c'est ça, c'était finalement un mandat de 130 jours. Elon Musk was going to wrap up Doge after 130 days. Now it's one day or two. Tu sais, ça, c'était le 2 avril. Et ça, ici, vous voyez, ça, c'était au mois de février. Qu'est-ce qui se passe avec le cap de 130 jours? Musk dit que de toute façon, il va rester un petit peu. Musk is here to stay in the Trump admin, advisor says. Même s'il a fini son mandat de 130 jours, il va rester comme conseiller. Ça, c'était au mois de février et c'est exactement ce qui a été dit lors de la réunion du bureau Oval, c'est-à-dire que exactement ça. C'est-à-dire que 130 jours, il a fini son mandat, mais il va rester comme comme conseiller. Et c'est là que Trump lui donne la clé de la Maison-Blanche, etc. C'est symbolique, tout ça, voilà. Le moment de Trump, les grands moments d'Elon Musk lors de ces 130 jours. Et finalement, les médias se sont attaqués. Il y a eu comme une sortie du New York Times. Encore une fois, on essaie de détruire la crédibilité de quelqu'un en disant, ils ont publié un article avec des sources anonymes qui disaient que Elon Musk avait un problème de consommation de drogue, qu'il prenait magique, des psychotropes, de l'ecstasy, de la kétamine, etc., qu'il était souvent high, qu'il avait une boîte de pilules sur lui, etc. Et encore une fois, c'est des sources anonymes. Et le New York Times, qui vient d'être blâmé pour son reportage biaisé, je pense par Pulitzer, il vient d'être blâmé pour son reportage biaisé concernant le Russiagate en disant, tu sais, quand le New York Times affirmait qu'il avait des sources disant que Trump est un agent russe, ben, il vient d'être blâmé pour ça, justement, parce que c'était entièrement faux et fabriqué. Et là, ça semble être la même chose. Elon Musk lui-même s'était jamais caché de consommer de la drogue occasionnellement. Ça, c'était avant son arrivée à l'administration. Il fumait un joint. Et quand il est allé chez Joe Rogan, il a fumé un joint avec Joe Rogan. Et puis, il disait qu'il prenait de la kétamine une fois ou 2 semaines, etc. Mais là, ce qui est affirmé par le New York Times, c'est une consommation systématique. Sources anonymes, etc., pour finalement détruire la personnalité, l'image, le leg, finalement, c'est toujours ça, le leg de Donald Trump. Et on rappellera que le New York Times est resté silencieux. On ne saura jamais, dit source anonyme, alors que les sources montraient clairement Hunter Biden, les vidéos existaient de Hunter Biden en train de fumer du crack dans une pipe, en train de coucher avec des prostituées russes, entre autres, ukrainiennes. Ils n'ont jamais fait d'article là-dessus. Hein. Ça n'a jamais préoccupé le New York Times que le fils du président était comme un crackhead, que Zelensky et que même Macron, tout ça, on ne s'intéresse jamais à la vie personnelle des gens. C'est juste d'un côté tout le temps, puis c'est toujours avec des sources anonymes, etc., etc. Le bilan de Doge, c'est quoi le bilan de Doge? C'est 160 milliards d'argent sauvé. Là, rappelez-vous tous les programmes qui ont été coupés, là, tous les programmes, là, la fraude, les dédoublements, les centaines de millions de dollars qui partaient genre au Brésil pour des opéras transgenres ou pour compter le nombre de lignes noires sur les grenouilles en Tanzanie. Là, les fonds, il y avait même des titres de programmes qui étaient incompréhensibles. Je ne vais même pas essayer d'en... Et donc, il a sensibilisé la population à ça. Il a sensibilisé la population au fait que leur argent était complètement gaspillé. Et donc, juste ça, c'est une gigantesque avancée. Les gens demandent... Les gens étaient comme pour la plupart des choses, les gens étaient absolument ignorants de la façon dont était dépensé leur argent. Et ça a eu des impacts partout. Ça a eu des impacts en France, ça a eu des impacts au Canada, au Québec. Les gens commencent à... C'est quoi ce programme-là? C'est quoi ce programme-là? Etc. Ça vient d'Elon Musk. Et encore une fois, c'est dangereux parce que cet argent-là était blanchi pour beaucoup. Là, hein? C'était de l'argent qui allait à l'État profond, USAID, etc. Et c'était absolument inconcevable pour l'État profond que les gens réalisent ça, que leur argent était volé pour des affaires incroyables, puis blanchiment de ça, et que ça fasse l'effet domino. C'est toujours l'effet domino. C'est toujours... Les médias sont là pour empêcher l'effet domino.
Et il n'y a pas juste ça aussi, il y a le fait de tout le nettoyage des listes de la sécurité sociale. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 12 millions de personnes de plus de 120 ans sur les listes aux États-Unis, sur les listes de la sécurité sociale. 12 millions de plus de 120 ans. Ce n'est pas les personnes de 110 ou même 100. Là, il y en a probablement comme pas mal des centenaires, quoique. Mais 12 millions de 120 ans et plus, ils ont été... les listes ont été nettoyées, etc., etc. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec de l'intelligence artificielle, encore une fois, parce que tu ne peux pas passer à travers les dossiers de sécurité sociale, manuellement, là, comme ça, de 330, 340 millions de personnes. Tu as une population, c'est un continent, c'est 340 millions de personnes. Fait que tu pèses sur un bouton, tu demandes à l'intelligence artificielle, donne-moi, fais-moi un dossier avec les personnes de 120 ans et plus. Là, tu arrives avec le chiffre de 12 millions. Là, t'es comme... Et donc, ça fonctionne, ça ne peut que fonctionner avec l'intelligence artificielle, ce genre de traitement de gigantesques données, etc. Et c'est un peu le sens de justement ce qui se passe avec Palantir. Trump a annoncé avant-hier, en fait. Trump sends 795 millions de dollars à Palantir pour gérer les dossiers personnels des Américains. Ça a fait beaucoup réagir. Donc, les médias en mode gros titre alarmiste. Palantir va créer une vaste plateforme de données fédérales reliant les dossiers privés de millions d'Américains. Les actions bondissent. Trump confie à Palantir la création d'une base de données principale sur chaque Américain, un guichet unique, comme on dit. Trump confie à Palantir les clés des données américaines. Les titres sont sensationnels et laisse présager le pire. Mais quand on ne voit pas le problème, on ne comprend pas la solution. Il n'y a personne qui a parlé du problème. On est juste en mode gros titre. Et je voudrais, avant de continuer, juste rappeler que Trump avait promis, justement, parce que là, le problème, encore une fois, c'est comme l'intelligence artificielle. Le problème, c'est toujours ça, c'est la surveillance. Les gens ont peur que ce soit utilisé pour la surveillance. Alors que l'État a absolument déjà tous les moyens de surveiller les moindres gestes de chaque Américain. Okay? Que ce soit à partir de son téléphone cellulaire, son compte de médias sociaux, etc. Si l'État veut espionner, c'est déjà possible. On peut, à partir d'un téléphone cellulaire, on peut savoir exactement à quoi ressemble l'état de la maison, les pièces, c'est-à-dire le cellulaire va envoyer des ondes. On peut envoyer une commande au cellulaire qui va comme envoyer des ondes et ça va vous donner un layout complet de la maison et qui y a dedans. Et ça existe déjà tout ça. Et donc, je vais vous montrer en quoi c'est selon moi, une mesure administrative qui est nécessaire. Et aussi, il faut garder en tête que Trump a lui-même été victime d'un coup monté, cette histoire de collusion avec la Russie, de surveillance indue, de suspension de ses droits, et s'est fait, et s'en est plaint beaucoup, a dit que c'était de la haute trahison et que c'était au cœur de son administration. Donc, c'est la même chose avec Mike Flynn aussi. Hein, Mike Flynn qui a été ciblé par un département de la justice militarisé, avec de la surveillance électronique et ce genre de trucs-là. Hein. Donc, maintenant, comprendre le problème et la solution, contexte politique. Trump, en mars 2025, le 20 mars 2025, a signé un ordre exécutif qui avait plusieurs points, mais qui était nommé « Mettre fin au gaspillage, à la fraude et aux abus en éliminant les silos d'information ». Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, le problème vient du fait que... Je ne l'ai pas ici. Ah, ici. Le problème vient du fait qu'il y a des centaines d'agences gouvernementales. Forbes demandait en 2017, quand Trump a dit « Je vais assainir le marais » en 2017, la revue Forbes demandait « Combien d'agences fédérales existent-elles? Impossible d'assécher le marais tant que nous ne le savons pas. » Ce que Elon Musk vient de faire là, avec purger les listes de la sécurité sociale, etc., c'est pas possible tant qu'on n'a pas une liste complète des agences gouvernementales. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a tellement d'agences gouvernementales que finalement, il n'y a pas de consensus
sur le nombre d'agences gouvernementales. Agenda unifié dit qu'il y en a 61. Conférence administrative des États-Unis, 115. Le ministère de la Justice dit qu'il y a 252 agences gouvernementales américaines. L'index du registre fédéral 2016 dit qu'il y en a 272. Regulations.gov, 292. Le manuel du gouvernement des États-Unis dit qu'il y a 316 agences gouvernementales. Liste des agences du Federal Register, c'est 440. Et décompte.usa.gov nous en donne 443. Et ça, c'était en 2017, imaginez. Donc, 443 agences gouvernementales. Et pensez, toutes ces agences gouvernementales-là travaillent dans des silos d'information. Ils ne partagent pas les informations. Donc, l'ordre présidentiel de 2020, qui pavait la voie à ce qui vient de se passer aujourd'hui, avant-hier, ordonnait aux agences gouvernementales de partager leurs bases de données. Il ordonnait aux agences gouvernementales, comme par exemple la sécurité sociale versus l'agence du sport et loisirs, de ne plus travailler en vase clos, en silo, et de faire en sorte qu'on puisse comparer, par exemple, John Smith. Le John Smith né en 1978, est-ce que le John Smith né en 1978, c'est le même partout? Mais par exemple, John Smith, évidemment, John Smith, c'est un des noms les plus communs aux États-Unis. John Smith, né en 1900... Combien pensez-vous qu'il y a de John... Par exemple, je vais arriver à mon point. Là. Combien pensez-vous qu'il y a de John Smith, né en 1978 aux États-Unis? Il doit y en avoir des dizaines de milliers. Comment tu fais pour savoir, avec 443 agences gouvernementales, et des dizaines de milliers de John Smith, nés en 1978, comment tu fais pour garder la trace de tout ça? C'est impossible. Encore une fois, et ça crée de la fraude, ça crée du gaspillage, ça crée des doublons. Il doit y avoir des centaines de milliers de doublons partout. Et la mesure de Palantir, c'est pour le partage des données, l'élimination des doublons, etc., etc. OK? Donc, par exemple, le John Smith 479 là, ou 11 052, on dit qu'il est décédé au Missouri, mais il tape la sécurité sociale en Ontario. Comment ça se fait? Sa famille qui est en Ontario n'a jamais déclaré en Ohio. Il a vécu là comme 5 ans en Ohio. Il recevait des chèques de sécurité sociale. Sa famille continue à encaisser ses chèques de sécurité sociale, mais il est décédé au Missouri. Pour savoir... c'est ça, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Pensez à la maison des fous d'Astérix. Hein? Tu as besoin du papier X, tout est cloisonné, on te renvoie à un autre truc, mais là, c'est ça crée un système centralisé. Et maintenant, encore une fois, oui, les gens craignent, encore une fois, c'est comme avec l'intelligence, comme j'ai dit au début, avec l'intelligence artificielle ou Warp Speed, on craint les abus, etc. Mais Trump lui-même a été victime d'abus. Il a dit qu'il voulait régler ça dans l'administration pour que ça ne se produise plus jamais, la militarisation des institutions, la surveillance des citoyens américains, etc. Et là, après ça, regardez le contexte. Regardez le contexte, c'est-à-dire que si c'était Macron, je me préoccuperais davantage. Mais si c'est Trump, je veux dire, regardez le contexte, encore une fois. Dites-moi pas, oui, mais Alexis, etc. Pensez, mettez-vous en premier, là, mettez-vous dans la chaise du décideur. Tu es à la tête du gouvernement américain. Parce que les gens vont encore dire, là, tu défends Trump, quoi qu'il se passe, etc. Mettez-vous dans la place du décideur, OK? Tu as 443 organisations gouvernementales qui agissent toutes dans des silos d'information compartimentés. Tu as une population de 340 millions de personnes, tu as des dizaines de milliers de John Smith. Il n'y a pas de coordination entre... il y a des doublons. Par exemple, le Doge a trouvé 12 millions de personnes de 120 ans et plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça manuellement. Tu ne peux pas engager genre 100 000 personnes pour passer à la main genre tous les dossiers puis quadrupler la taille de l'État pour gérer la déconstruction de l'État. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Encore une fois, c'est des espèces de dilemmes. Si tu
octroie à une compagnie un contrat de gestion des données pour avoir une plateforme pour s'assurer que le John Smith décédé au Missouri arrête de recevoir sa sécu en Ontario, tu vas te faire accuser potentiellement de surveillance ou quoi que ce soit. Là, mais c'est quoi que tu fais? Tu laisses ça comme ça, tu finis ton mandat de 4 ans, tu n'as pas assaini le gouvernement, il reste encore des centaines, des dizaines, des millions de doublons partout avec une potentialité de fraude énorme, de sorte que tu as un déficit majeur parce que tout le monde tape dans la caisse avec de la fraude et puis ou vote, les morts qui votent. Rappelez-vous ces morts qui allaient voter pour le candidat roumain, pour Macron et pour Joe Biden. Tu laisses ça comme ça. Encore une fois, ceux qui vont m'accuser de toujours défendre Trump, asseyez-vous dans sa place, asseyez-vous dans son fauteuil. Tu es confronté à une situation. Donc, c'est ça que je dis ici. Je dis comprendre le problème et puis là, voir puis après ça, le contexte politique. T'sais. Mettez-vous dans ça. C'est ça. Non, tu fais exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire tu donnes un contrat pour faire une vérification afin que ton ordre exécutif du 20 mars 2025 puisse être mis en œuvre. C'est ça, c'est l'extension de ça. C'est-à-dire, lui donne l'ordre exécutif, tu as la volonté politique de mettre fin au gaspillage, à la fraude, aux abus, en éliminant les silos d'information. Ça, c'est l'ordre exécutif. Puis après ça, tu dois donner un contrat à une compagnie pour mettre ça en œuvre. Fait que c'est, à mon sens, rien de plus que ça. OK? Donc, ça vient de quelqu'un qui... parce qu'on n'en sait pas énormément de toute façon sur ces contrats-là. Les médias font les gros titres, s'en servent, et les personnes, tous les anti-Trump aussi s'en servent. Oui, correct. Mais regardez encore une fois, je parle au public de Radio-Québec, regardez encore une fois la volonté de Trump de coupe dans l'USAID, de l'Empire américain, coupure dans la CIA et dans le USAID, la paix partout dans le monde, le retrait des troupes américaines, réduit l'insécurité et l'immigration dans son pays. Regardez ce que RFK fait avec la nourriture. Il n'y a pas une volonté de bien-être de sa population. Je m'excuse, le gars s'attaque à Big Pharma. On vient juste de le voir. Le gars s'attaque au complexe militaro-industriel. Il va signer la paix partout. Il travaille fortement à la paix. Est-ce que ça a l'air que les compagnies d'armement vont comme profiter sous Trump? Il va peut-être y avoir un réarmement, certains, oui. Sauf que la guerre perpétuelle, c'est le pain et le beurre de l'OTAN, vous le savez. Est-ce que le gars a mis en œuvre la plus grosse remise à niveau de la liberté d'expression aux États-Unis. Est-ce que ça va encore une fois dans le sens de la surveillance, de la censure, etc.? C'est un package, la censure et la surveillance, hein? C'est un package. Il n'y a pas de crédit social aux États-Unis et finalement, le gars a interdit les Central Bank Digital Currencies qui a normalement, si tu as un agenda de crédit social, pas de crédit social, mais de contrôle social, c'est ça que tu veux. Tu mets, tu sais, il libéralise le Bitcoin, les cryptos et tout. Il force les banques à accepter les cryptos. On en a parlé dans un web journal. Il réduit le pouvoir des banques centrales, réduit le pouvoir du complexe militaro-industriel, réduit le pouvoir de Big Pharma, réduit le pouvoir de Big Food, réindustrialise les États-Unis. Dans toutes ces actions, il y a une préoccupation de l'Américain moyen. Et c'est ça, il n'y a pas de CBDC, de digital currency. Et donc, à un moment donné, il faut allumer et se dire, même si on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a dans la mesure, dans l'argent qui est octroyé à Palantir, ça va, si tu regardes l'ensemble de ce que Trump fait, ça va probablement dans le sens du Doge, c'est-à-dire un contrat pour éviter les silos, la fraude, le gaspillage, etc. C'est-à-dire avoir voilà. Les gens m'accuseront de défendre Trump, mais quand tu regardes le compte, il faut comprendre, comme je dis, le problème. Asseyez-vous, mettez-vous dans le siège du décideur. Et quelle solution vous apporteriez? Soit tu fais ça, ou soit tu quittes la politique 4 ans plus tard, puis tu laisses les doublons, il n'y a pas eu d'assainissement de l'État. Voilà, c'est un ou l'autre. Soit tu fais ce qu'il fait là, ou tu quittes, puis il n'y a pas eu d'assainissement, puis Juan González, il y en a comme
75 000 aux États-Unis, et puis on ne sait pas qui est où, qui fait quoi. Sur 75 000, il y en a comme 12 400 qui tapent la Sécu. Est-ce que c'est 12 400 le même? Sur les 12 400, il y en a comme, je sais pas, il y en a comme 350 qui sont nés en 82. Et ça fait 353 de Valdez qui sont nés en 82 qui tapent la Sécu. Mais là, on ne peut rien faire parce que si tu fais quelque chose, les gens vont t'accuser de vouloir centraliser, etc. Donc, le dilemme, c'est encore une fois, c'est ça. C'est comme avec Warp Speed. C'est si tu fais quelque chose, tu te fais accuser. Si tu fais rien, c'est encore pire. Voilà. C'est comme la maison des fous à Astérix. Hein. Tu quittes, toi, après ton mandat de 4 ans, tu quittes et tu laisses la maison des fous dans les 12 travaux d'Astérix là, intacte, comme avec des papiers sans queue ni tête et tout, où tu centralises puis voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, Union européenne. J'ai une petite irritation à la voix. Union européenne, Trump qui met les tarifs, ben c'est ça, je l'ai mentionné un petit peu en début de Web Journal. L'UE regrette vivement l'annonce de Trump de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Au début, il avait dit 50 il avait annoncé des tarifs sur l'UE. Puis là, il y avait eu un coup de téléphone avec von der Leyen. Puis il avait repoussé les tarifs au mois de juillet pour donner le temps aux négociations. Mais là, paf, il annonce une hausse des tarifs là, il y a 2 jours, 50 sur l'acier et l'aluminium. Là, l'UE est prête à imposer des contre-mesures après que Trump double les tarifs douaniers sur l'acier de 50 Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'Allemagne, moi, je pense que tout ça est lié. Il y a une question commerciale là-dedans, parce que les États-Unis ont un déficit commercial avec l'UE. Nous avons un déficit commercial de 200 millions d'euros avec l'UE. Quelle est la valeur des exportations de l'UE vers les USA en 2024? C'était de 531. Et quelle est la valeur des exportations US vers l'UE en 2024? C'est 333 milliards d'euros. Et donc, les États-Unis ont un déficit commercial de 200 milliards. Et donc, pour eux, c'est un déficit commercial, c'est atroce, hein, finalement. Hein. C'est comme tu saignes, et puis tu t'appauvris. Les États-Unis s'appauvrissent de 200 milliards de dollars par année vis-à-vis de l'UE. Et donc, d'où l'idée de mettre des tarifs, etc. Dans les négociations, je suis certain qu'il y a toute cette question-là, la question des négociations avec l'Ukraine, la Russie, c'est une façon de mettre de la pression sur ces négociations-là. Entre-temps, il y a le chancelier allemand Merz qui a annoncé qu'il n'y avait plus de limite de portée pour les armes en Ukraine. Alors, il est arrivé comme ça, alors que Scholz, l'ancien conseiller allemand, était beaucoup plus posé. Hein, il avait raisonné Macron sur l'envoi de troupes au sol, et puis il disait non, on n'utilisera pas le Taurus, le missile de croisière allemand. Non, non, non. Là, Merz, le nouveau premier ministre, arrive et dit plus de limite de portée sur les armes. Et donc, ça, c'est quelques jours après l'annonce des tarifs de Trump contre l'UE. Et donc, ça a l'air de. Et là, j'en fais une petite parenthèse dans le Web Journal, mais ça a été gigantesque, cette annonce-là. Dans le web géopolitique, c'est-à-dire que le missile Taurus est beaucoup trop complexe pour être opéré par des unités ukrainiennes. Et donc, cette annonce-là, c'était comme s'il disait qu'il permettait au Taurus d'être utilisé, qu'il a donné le Taurus. Et donc, ça prend nécessairement des équipages allemands pour tirer le Taurus. Les équipages ukrainiens ne peuvent pas, n'ont pas la formation, etc. Et donc, ça prend des équipages allemands. Et finalement, s'il y avait eu une frappe de Taurus de l'Ukraine contre la Russie, ça aurait nécessairement été une frappe allemande contre la Russie, puisque les soldats étaient allemands, par nécessité, les soldats étaient allemands, etc. Et donc, ça aurait été une extension du conflit. La Russie aurait été en droit de répondre. Il y a eu plusieurs déclarations de la part de personnalités russes sur cette initiative de l'Allemagne. Et donc, là, il y avait ce potentiel-là de Troisième Guerre mondiale, mais finalement, tout ça n'est que des moyens, ça ne représente que des moyens de pression. Je pense que le chancelier allemand ici essaie de mettre ça dans la balance dans les négociations avec Trump sur les tarifs. Trump met des tarifs pour peser sur l'UE dans les négociations. Parce que c'est l'UE maintenant qui défend Zelensky, là, puis l'Ukraine, puis la guerre. La Russie veut arrêter ça, Trump veut arrêter ça, puis c'est juste l'UE qui veut continuer la guerre. Et donc, tu mets des tarifs, puis là, tu enclenches de gigantesques négociations, oui, sur ça, telle chose économique, mais il y a aussi l'aspect politique. Okay, tu vas arrêter ton soutien à Zelensky, tu vas faire pression, arrêter les livraisons d'armes, etc. Déjà, les Américains ont annoncé qu'ils ne livreraient plus, ils ne voulaient plus livrer de missiles patriotes à l'Ukraine, etc., couper le financement. Et donc, il y a sûrement de ça, puisque Trump veut arriver à la paix. C'est sûr que et que le principal obstacle à la paix présentement, c'est l'UE. Eh bien,
c'est sûr que ça fait partie des négociations et c'est ce qu'on appelle de la géofinance, hein, géofinance, between political and financial geographies. Hein, donc, tu utilises pression économique comme arme politique dans des négociations. C'est pas juste des blocus ou des trucs comme ça, mais c'est-à-dire, tu peux faire une frappe. La géofinance, c'est comme genre faire une frappe ou déclencher un événement dans le Golfe Persique pour faire monter temporairement les prix du pétrole. Et il y a beaucoup de ça. Tu peux. Un petit clin d'œil à Max, hein, qui nous a introduit ce terme-là il y a quelques années. Et c'est ça. Donc, on peut manipuler les événements financiers pour avoir des gains politiques et on peut aussi manipuler les événements politiques pour avoir des gains financiers. Donc, tout ça, il y a de la géopolitique puis aussi de la géofinance. Voilà. Donc, c'est ce que je pense qui est à l'œuvre présentement. Parce que l'Europe est coincée, évidemment. Hein. L'Europe est coincée, comme je l'ai dit en début de Web Journal, ils se sont peinturés dans le coin avec la Russie en termes de commerce. Et maintenant, les États-Unis, après ça, appliquent eux aussi de la pression. Alors, qu'est-ce qui reste à l'UE? Ils n'ont plus de débouchés pour aucun de leurs marchés. T'sais, il reste un peu la Chine. C'est comme... c'est énorme comme quand... comment je pourrais dire? Comme revers stratégique, comme revers économique, c'est énorme. C'est ce que je disais dans le Web Journal précédent. Je parlais de l'Europe dans les taux. Ben, c'est ça. L'Europe est dans les taux. J'avais montré les cartes où la situation géopolitique s'était retournée contre l'Europe avec J.D. Vance et Marco Rubio qui parlaient des pays européens. Même Elon Musk disait que les pays européens ne représentaient plus la démocratie. Il parlait de menaces de l'intérieur, que Rubio avait dit que l'Allemagne était comme une tyrannie. Et puis, la pression sur l'Europe, ça, c'est de la pression politique. Et j'avais expliqué avec la carte que c'était, au lieu d'avoir une expansion vers le Heartland en géopolitique, avec l'Ukraine et la Syrie, on était plutôt maintenant concentré sur le champ de bataille Europe. Ça, c'était le volet politique. Et là, il y a le volet économique aussi. C'est la même chose, sauf que version sanctions des deux côtés, sanctions avec la Russie et application des tarifs par Trump pour... Donc, tant du côté politique que du côté économique, le quatrième Reich est pris en étau. Voilà. Peut-être un dernier truc ici sur Israël. Les gens aiment ça quand je finis avec Israël. Saving Israel for last. Trump dit avoir mis en garde Netanyahou contre toute frappe en Iran. Netanyahou qui avait eu des nouvelles, encore une fois, la semaine dernière. Netanyahou qui voulait frapper tout seul les réacteurs iraniens, etc. Je n'y crois pas du tout. Même s'il y a une annonce de frappe, je ne pense pas que ça aurait été une réelle frappe, là, parce que pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées, parce qu'il y a une entente entre les régimes iraniens et les conservateurs israéliens. Je l'ai déjà expliqué tout ça lors des fausses frappes contre Tel Aviv et tout. Mais voici Trump qui s'explique là-dessus. Ron, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Il a appelé Netanyahou pour lui dire « Calme-toi sur les frappes ». Et donc, ici, Trump dit avoir mis en garde Netanyahou contre toute frappe contre l'Iran, ce qui renforce encore une fois son image de peacemaker, avec sa tournée du monde arabe, etc. Et ça, c'est... donc, il garde Netanyahou en laisse et a commencé à négocier directement avec le Hamas. Il y a 3 semaines, il a négocié Witkoff, je pense que c'est Witkoff, le négociateur Witkoff, a négocié directement avec le Hamas pour la libération d'un otage israélo-américain. Quand Donald Trump affole Israël en négociant derrière son dos, hein? Trump en a marre de Netanyahou et agit seul pour libérer un otage américain. Donc, passe par-dessus la tête des Israéliens et négocie directement avec le Hamas. Libération Edan Alexander. Comment Trump est-il devenu un interlocuteur du Hamas? Ça va accélérer les choses si Trump s'en mêle. Et c'est une bonne idée de ne pas laisser seulement Netanyahou piloter le dossier. Donc, Trump à l'UE, isolement d'Israël prend de l'ampleur face au drame de Trump à l'UE. L'isolement d'Israël prend de l'ampleur face à Gaza depuis que Netanyahou a annoncé sa stratégie de guerre totale, essentiellement de prise de contrôle totale. C'est ça, il est de plus en plus isolé. Ça se fait diplomatiquement. Gaza, ce que l'on sait de la nouvelle proposition de trêve américaine, les Américains ont pris le leadership du dossier et ont proposé une nouvelle trêve au Hamas et à Israël avec une libération potentielle d'otages, etc. Je pense que j'ai entendu que ça avait été proposé au Hamas en premier, et par la suite à Israël, mais finalement, ils ont corrigé en disant non, on avait averti Israël en premier.
Mais voilà, c'est otages libérés à Gaza. Donald Trump, dernier espoir de fin de guerre pour les Israéliens. Et donc, de plus en plus, c'est ça, il se permet de passer par-dessus la tête de Netanyahou, négocier directement avec le Hamas, etc., etc., etc. Ce qui est quand même majeur parce que le Hamas est désigné comme une organisation terroriste. Je pense que c'est majeur comme développement, comme volonté de réellement s'impliquer pour changer les choses. Voilà. Donc, à suivre. On aussi une nouvelle, c'est sur les fake news. Encore une fois, j'en vois beaucoup passer sur Internet des fake news, notamment la première dont on a parlé, ce genre de raisonnement. Quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Quand Pfizer leur dira que c'est le temps. Et après ça, genre, j'ai été déçu. Elon Musk quitte le gouvernement après un désaccord avec le président. Vous voyez, ça c'est une fake news intégrale. C'est le genre de truc que vous allez lire dans les journaux. Vous devez, je ne veux pas dire je ne veux pas vous dire comment faire, mais c'est important de faire, d'aller à la source. Notamment ici, quand Trump, un journaliste pose la question à Trump sur Delhi, le journaliste dit, pensez-vous octroyer un pardon à Delhi? Le Trump dit, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas suivi les développements de ça. Delhi m'aimait bien avant, mais depuis que je suis devenu président, il s'est retourné contre moi, etc. Il évite complètement la question. Il évite de répondre à la question. Il ne veut pas se mêler, il ne veut pas se mouiller dans un dossier comme ça. Il veut rester neutre et à l'extérieur du processus juridique, comme il se doit pour le président. C'est une affaire judiciaire. Et ici, Cerfia, je pense que c'est un site français, avec 1,2 million d'abonnés, dit « Trump affirme qu'il ne ferme pas la porte à une grâce présidentielle. » Il affirme. Ça, c'est le téléphone chinois là, ou le téléphone arabe, je ne sais pas c'est quelle version. C'est... genre, le New York Times dit que Trump ne ferme pas la porte. Tu sais, ça, c'est quand les journalistes font ça, quand ils disent « il ne ferme pas la porte », c'est-à-dire, tu lui poses une question, tu dis on me pose comme « est-ce que vous allez... allez-vous vous rendre à tel événement, festival de la Saint-Jean-Baptiste, blablabla. » Là, je parle de d'autres choses. Je dis oh, « j'ai entendu parler de ce festival-là, et puis c'est bien, tout ça. » Et puis, prochaine question. Et là, étant donné que je n'ai pas répondu, un journaliste se sent libre de dire « il ne ferme pas la porte ». Et donc, il transforme un vide en quelque chose de positif. Trump ne ferme pas la porte. Et puis là, après ça, par le jeu du téléphone, Trump affirme qu'il ne ferme pas la porte. Il n'a jamais affirmé ça. Puis j'ai répondu à ce site-là, je dis, apprenez l'anglais, c'est bol. Et donc, je suis bombardé de fake news comme ça tout le temps. Je suis toujours en train de corriger. Et puis c'est comme, tu sais... Ça, c'est sans compter des trucs comme ça. Il y en a plein, tu sais, les genre Tucker Carlson News ou Kash Patel Commentary. C'est pas Kash Patel. Il y a beaucoup de personnes qui retweetent ça, là. C'est pas Kash Patel, c'est pas Tucker Carlson, c'est pas Dan Bongino News, c'est pas ça. C'est rien du tout. C'est des gens qui inventent un site avec le nom Dan Bongino, Kash Patel, Tucker Carlson et qui font du commentaire. Puis là, beaucoup de gens les retweetent en pensant que c'est les vrais. Tu sais, faites attention. Hein? Et là, ici, tu vois, c'est Matt, XRP Patriot. Poutine aurait dit qu'il allait montrer des preuves satellites au sujet du 11 septembre. Et aussi que la nourriture américaine, le fast-food, c'était du soleil vert et qu'il en a la preuve. Et puis là, tu vois, les gens partagent ça ici. Tu vois, 3000 partages, 3000 likes, 1000 partages, etc. Googlez-le. Quand c'est quelque chose d'ultra bizarre et controversé, googlez-le, allez à la source. Ça, je ne parlerai même pas de celui-là ici. Là. Qu'est-ce que la guerre en Irak en 2003? Quelle était la raison réelle de la guerre en Irak en 2003? La résurrection de Gilgamesh, le roi de Babylone, là, genre. Mais voilà, c'est ça. Et donc, je me trouve souvent dans une position où est-ce qu'il faut que je corrige au lieu de faire de l'analyse en profondeur. J'espère que j'ai été clair sur RFK et que je vous ai donné, en tout cas, la matière à réfléchir sur Palantir. Je sais qu'il y a des gens qui vont de toute façon être craintifs, etc. Mais c'est le contrat accordé qui va de pair avec l'ordre présidentiel de débloquer les silos d'information entre les 443 agences gouvernementales et
les centaines de milliers de John Doe, de John Smith et de Juan Gonzalez qui pullulent et qui, voilà. Est-ce qu'on a le choix dans une société complexe? Le choix, c'est de soit laisser la maison des fous telle qu'elle ou d'assainir le marais. Ça fait partie de l'assainissement du marais, à mon sens. Mais je sais que je ne convaincrai pas tout le monde. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui dans le Web Journal de Radio-Québec. Il y a un documentaire important ici, intéressant, créé par Libre Média et le Centre juridique Omerta Scolaire. Ça parle justement de la façon dont le système scolaire québécois joue dans le dos des parents et n'avertit pas les parents. C'est-à-dire qu'il y a de l'endoctrinement dans les classes où est-ce qu'on dit aux enfants, on leur joue dans la tête en leur disant que c'est sur le genre, c'est sur un spectre, la théorie du genre, on les bourre de la théorie du genre. Puis après ça, quand l'enfant commence à avoir commence à être fucké, comme on lui lave le cerveau, mais là, le parent n'est pas averti, puis on joue dans le dos du parent, etc. Donc, c'est un documentaire intéressant, 4 juin, Omerta Scolaire. Regardez ça. Libre Média, Centre juridique. Vous savez comment nous appuyer, Radio-Québec, par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32 017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. On a toujours c'est les mêmes façons, les mêmes liens que d'habitude par Interac, PayPal, etc., par carte. Et pensez, encore une fois, je le dis, là, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on dit à Radio-Québec, mais imaginez si on retirait sur tous les dossiers, j'ai été le premier à défendre, à expliquer Warp Speed. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est pas possible, c'est pas possible. La guerre de l'information n'est pas possible sans le travail de petites unités, de petites compagnies comme Radio-Québec. Et c'est... on veut avancer dans ces changements-là et puis il faut reconnaître le travail qui est effectué aux États-Unis à sa juste valeur, le fait que les opérations de Trump pour la paix mondiale, le démantèlement de l'Empire américain, de l'État profond, de USAID, etc., alors que les gens nous disent « Ah, il n'y a pas de sauveur, Alexis. » J'ai déjà fait un web journal entier sur « Il n'y a pas de sauveur ». C'est tellement ridicule. On devrait être reconnaissant pour le travail qui est accompli. Tu es ton propre maître, etc. Oui, c'est des phrases creuses, ça. C'est bien sûr que je suis mon propre maître, sauf que si tu n'arrêtes pas de répéter ça, il n'y a pas de sauveur. Tu es ton propre sauveur. Comment tu fais pour arrêter la Troisième Guerre mondiale, toi, puis tu n'es pas capable de payer tes tickets de stationnement? Tu es capable de fermer la CIA, et puis... le contexte, c'est comme si ce qui se passe à l'intérieur, ça compte pas. C'est une espèce de renfermement de la perception sur soi-même. On est incapable d'être pas redevable, mais j'ai encore le mot en anglais, grateful, je passe trop de temps en anglais. Reconnaissant. On est incapable d'être reconnaissant. Quand tu as cette philosophie-là, tu es incapable d'être reconnaissant pour ce qui est accompli. Puis tu n'as pas non plus, tu deviens cynique, tu n'as pas non plus envie de participer à continuer dans ce sens-là, à faire changer les choses, parce que ils sont tous du pareil à eux-mêmes, ils sont tous achetés, et puis Pfizer les contrôle. Voilà. Je trouve ce cynisme-là tellement... l'État profond est tellement content quand les gens disent ça, là. On ne demandera plus, étant donné qu'on est nos propres sauveurs, on ne demandera plus du changement ici, puisque, genre, tu ne veux pas que ce qui se passe là-bas ait un écho ici. Tu ne veux pas pousser. Non, sans blague. Voilà, bon, en tout cas, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je trouve ça cynique, puis c'est ça, je peux juste croire que l'État profond se réjouit à chaque fois qu'il entend ces choses-là. Voilà. Autre chose? Oui, c'est ça. La semaine prochaine, je vais être dans le processus de déménagement, donc il n'y aura pas de web journal. Je vais mettre, par exemple, cependant, les bloopers de Radio-Québec. En 2018, j'étais candidat à une élection et j'ai fait des vox pop sur la rue. Là, je parlais sur la rue avec un micro et puis ça a donné... Ça a donné naissance ou ça a donné certaines scènes cocasses. Je parais mal là-dedans. Évidemment, je parais mal. Je mettrai les bloopers. C'est 10 minutes, c'est 10-15 minutes, je pense. Là. Ça paraît mal. C'est les débuts de Radio-Québec. Et donc, on rit de soi-même. Et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça va être les bloopers de Radio-Québec, puis on se donne rendez-vous. On saute une semaine. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Profitez. Allez, salut tout le monde.